Daniel Dubroca, né en 54, donc aujourd'hui 65 ans. Joueur du SU Agen pendant toute ma carrière. J'ai commencé ma première licence en cadet en 70 et j'ai arrêté de jouer en 89, puis entraîneur de 95 à 99 et ensuite président de 2004 à 2007. Coupe du Monde, j'ai été international donc de 1979. J'ai eu la chance de jouer dans la première équipe qui avait battu le All Black en tournée le 14 juillet 1979. Et après, j'ai joué à l'équipe de France jusqu'aux années 88 avec la première Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande et Australie. Et vice-championne du monde, puisqu'on a eu le plaisir de pouvoir disputer la finale, même si on n'a pas gagné. Ensuite, j'ai été entraîneur d'équipe de France en 90-91, 89-90 comme adjoint avec Jacques Fouroux et en 91 associé avec Jean Triot pour la Coupe du Monde qui s'est disputée en Europe et en France. Et je crois que la Coupe du Monde, c'était une compétition qu'on avait toujours rêvé quand on regardait la télévision avec les différentes disciplines qui pouvaient pratiquer cette compétition. Hein. C'était le foot, c'était le basket, c'était le hand, tout ça, c'était des compétitions qui avaient toujours un attrait et une saveur particulière. Donc on a eu la chance, et grâce au président Ferras à cette époque-là, avec son ami Danny Craven, le Sud-Africain, qui avait mis en place, en compagnie des Anglo-Saxons, cette première Coupe du Monde. D'abord un immense plaisir, je crois que le jeu n'a toujours été que du plaisir pendant de nombreuses années. À l'époque on a joué, cette période-là. On ne voyait pas autre chose que dans le plaisir de partager sur le terrain, de partager en dehors du terrain, de vivre en communauté et de pouvoir être entre guillemets quelquefois un peu gamin dans certaines approches, mais c'était, je crois, l'essence nécessaire pour pouvoir faire fonctionner un groupe. Vu aujourd'hui l'ampleur qu'a pris la Coupe du Monde, on ne pouvait pas se l'imaginer à cette époque-là, mais on savait très bien que ça allait drainer beaucoup de personnes, de supporters, d'entreprises, le professionnalisme qui allait arriver derrière 8 ans après. Donc on a bien senti qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se créait, un engouement autour de ce sport. Préparation, je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Il y avait eu tous les ingrédients pour bien préparer cette Coupe du Monde. On a fait un stage à Saint-Lary, mais bon, les préparations de 1987 n'ont rien à voir avec les préparations d'aujourd'hui. D'abord, nous n'étions pas professionnels, nous n'étions pas disponibles dans le temps pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se préparer. On avait tous des préparations individuelles, hein. On avait notre planning, on le faisait chez nous et ensuite on s'est retrouvés pendant 8-10 jours à Saint-Lary, un mois avant de partir en Nouvelle-Zélande. Si on se réfère à cette période-là, il y a eu deux discours. Le premier, c'était celui qu'avait tenu Jacques Fouroux en Australie avant la demi-finale, forcément, qui avait quand même eu des effets sur le comportement de chaque joueur et collectivement, surtout, individuellement mais collectivement. Et puis après, il y a eu celui de l'avant-match derrière les poteaux à Auckland pour la finale. Il faut quand même reconnaître que ça jouait beaucoup sur Jacques était très fort pour jouer sur les sentiments et sur la personnalité de chacun. Donc il faisait toujours référence à l'éloignement de la France à cette période-là, durant cette Coupe du Monde, à toutes les familles qui étaient devant leurs appareils de télévision pour regarder cette demi-finale et pour nous suivre depuis le début, mais pour regarder surtout cette demi-finale qui était ô combien importante pour nous, parce qu'on était quand même les invités du mondial, parce que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'était bien arrangé de jouer chacun dans un tableau, en haut du tableau, l'autre en bas du tableau, de manière à pouvoir se retrouver qu'en finale. Manque de chance, manque de peau, comme on dit. C'est qu'on a été le vilain petit mouton noir qui est arrivé et qui a perturbé l'organisation. Oui, à juste raison, parce qu'on est passé près de la catastrophe pour le quart de finale.
On a pris ces Fidjiens pas la légère, parce qu'on savait très bien que c'était une équipe qu'il fallait martyriser, qu'il fallait concasser devant pour pouvoir essayer de les empêcher de développer leur rugby. Et on n'y est pas arrivé dans une première mi-temps où on s'est pris au jeu. On a fait du rugby French flair, comme on dira, et puis on s'est retrouvé avec, à un moment donné, si cette ouverture n'échappe pas le ballon quand il va pour marquer l'essai, je crois qu'on ne revient peut-être pas. Donc après derrière, on a remis les choses dans l'ordre, et avec un super Laurent Rodriguez ce jour-là qui a vraiment concassé tout le monde. Il faut se servir des éléments extérieurs pour pouvoir se forger un fort caractère à l'intérieur. Je crois que c'est sûr qu'on en a voulu un peu à tout le monde, mais c'était surtout la façon de préparer des matchs qu'avait Jacques Fauroux, avec vraiment une méthode bien particulière qui faisait chaque fois un effet extraordinaire. La preuve, c'est qu'aller battre les Australiens en demi-finale chez eux, ça n'a pas été quand même facile. Oui, c'est celui de l'Écosse. On n'a pas eu des matchs si faciles que ça, à part le Zimbabwe en dernier match de poule, qui était l'équipe qui représentait le continent africain. Mais on a eu des matchs sérieux avec des oppositions, notamment les Écossais qu'on connaissait très bien. Et si on n'a pas ce coup de roublardise de Serge Blanco, peut-être qu'on ne dispute pas la demi-finale. On se retrouve dans la poule de la Nouvelle-Zélande et on n'arrive pas à la finale. On perd en route. Voilà. Et je crois qu'on s'est un petit peu démobilisé inconsciemment. Il y a eu, ça a été une affluence de messages, de témoignages, que ce soit la famille, bien sûr, celle-là. On savait très bien que c'était nos premiers supporters et qu'ils croyaient à nous et qu'ils ne souhaitaient qu'une chose, c'est que l'on gagne tous nos matchs. Mais également de tout ce qui était l'environnement du rugby. Donc on a été noyé de messages, de courriers, de téléx, pas de mail, parce qu'à cette époque-là ça ne fonctionnait pas. Mais vraiment, on était loin de s'imaginer de la joie qu'on a procurée à nos amis et supporters, à nos familles, aux vrais amoureux du rugby. Je crois que ce match-là a été, entre guillemets, notre Graal. Oui, c'est un élément qu'il ne faut pas nier. Je crois qu'on n'a pas intégré que la Coupe du Monde, c'était pas comme lors des matchs de tournée ou de tournoi, où c'était une étape. Et là, c'était une compétition à part entière, avec la fin de la compétition qui était la finale. Donc, alors finale que l'on a entre guillemets pas joué à notre juste niveau. Je crois qu'on est un peu envahi par l'émotion, par les pensées que l'on peut avoir à nos familles qui sont très loin, parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas des anglo-saxons, on est des latins. Donc, c'est vrai qu'on est content quand on part, qu'on se retrouve, qu'on est comme des gamins, mais n'empêche qu'on n'a pas cette habitude et ce fonctionnement-là. Eux, ils assimilent l'avantage. Alors bon, on n'a peut-être pas... On a été, je crois... on a lâché beaucoup de lest dans la préparation d'avant-match, le discours d'avant-match, le briefing juste avant, sous les poteaux, avant de rentrer dans les vestiaires. Je crois que il y a eu une énorme émotion qui s'est dégagée, où j'ai le souvenir d'avoir vu 95 ou 98% de l'effectif qui était avec les larmes aux yeux. Je crois que c'est, même aujourd'hui quand on en parle encore, te dire exactement ce qu'on s'est dit à ce moment-là, je ne m'en rappelle pas, mais je sais que c'était très fort. Et donc on a lâché un peu de l'est là, et on avait quand même un jour de moins de récupération par rapport aux Néo-Zélandais quand on a joué nous en Australie la demi-finale. Un match à 110 minutes, bon, je crois que ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais Jacques savait se cantonner à ce qu'il savait très bien faire, c'est-à-dire techniquement mais également moralement. Mais je pense aussi qu'il savait aussi à un moment donné s'éclipser et laisser le capitaine prendre le leadership, parce que sur le terrain, c'est lui qui gère. À l'époque, les entraîneurs étaient à les tribunes, ils n'étaient pas au bord du terrain. Donc il fallait quand même qu'il y ait d'abord
une bonne complicité entre le capitaine et l'entraîneur. S'il n'y a pas de complicité entre les deux, s'il n'y a pas d'échange authentique, sincère, un engagement total, un dévouement entre guillemets total, c'est pas la peine d'accepter un poste de responsable que peut te confier l'entraîneur, quoi. Donc non, ça se fait naturellement. Je crois que bon, ça ne s'invente pas. Ou on est capable de gérer un groupe, ou on n'est pas capable. Mais capable, entre guillemets, on a les aptitudes, c'est pas la capacité, c'est oui, la capacité, mais c'est également les aptitudes pour pouvoir répondre instantanément à des situations qui font qu'il faut prendre des décisions, quoi. C'est pas comme maintenant où systématiquement, quand on voit qu'il y a une pénalité, toi, entre guillemets, les gérants de cette équipe qui sont sur le terrain, ils se retournent tous vers l'entraîneur pour savoir s'ils prennent 3 points, s'ils prennent l'essai, s'ils prennent la mêlée, s'ils prennent la touche. Il y a un manque de responsabilité sur le terrain de la part des joueurs. Alors, c'est pas la faute aux joueurs peut-être, c'est aussi la faute au système aujourd'hui, où l'encadrement a pris le pas sur les joueurs, et aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont téléguidés sur le terrain, quoi. Après, ils ont même des balises dans le dos pour savoir combien ils font de mètres, combien ils courent, combien ils sautent, enfin, bon, c'est pas méchant ce que je dis, mais je pense qu'il y a un manque aujourd'hui de capacité et d'aptitude des joueurs à prendre des responsabilités. On le voit. La génération 87, c'est la génération de toutes les années 80 qui a joué ensemble. Ça faisait 6-7 ans qu'on était ensemble, plus ou moins présents dans les rassemblements, sauf blessures ou quelquefois quelques méformes ou quelques mises à l'écart pour titiller un peu comme savait faire Jacques Fourou pour rebondir. Mais il n'y a pas de. Je pense que quand sur le terrain, chacun déjà savait ce qu'il avait à faire, savait ce qu'il avait à apporter au groupe pour que le collectif passe, mais pas forcément pour tirer individuellement des avantages ou une certaine gloire. Je crois que c'est vrai que 80% des essais étaient marqués par les 3/4. C'est plus le cas aujourd'hui, mais dans cette période-là, 80% ou 90% des essais étaient marqués par les 3/4. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu ni Jean-Pierre Garuet, ni Daniel Dubroca, ni Pascal Londars, ni Jean Condon, à part Alain Lorieux qui a marqué. Mais Jean Condon ou Francis Dager n'ont jamais marqué d'essai, quoi. Donc, on est bien d'accord. Quelquefois, les troisièmes lignes arrivaient à marquer, mais c'était surtout les 3/4, quoi. Moi, j'ai marqué un essai dans ma carrière, alors donc c'est quand même, et Dieu sait si c'était le dernier match contre le Zimbabwe, alors donc bon, ça veut dire que il n'y a aucune difficulté à pouvoir être le capitaine d'un groupe pareil, parce que beaucoup avaient des responsabilités dans leur club. Ils étaient ou capitaines dans leur club, ou vraiment des responsables sur certains secteurs de jeu. Je changerai peut-être l'approche de la finale. Parce que je pense qu'on s'est peut-être un peu trop lâché pour la demi, où on a tellement été envahi par la joie, les messages de les témoignages de félicitations, qu'on a peut-être perdu pied, mais c'est sûr qu'avec le recul, c'était la première, c'est vrai, Coupe du Monde, mais je verrais bien aujourd'hui une préparation différente pour pouvoir être beaucoup plus présent sur cette finale. Oui, j'ai arrêté de jouer en 89, 88 avec l'équipe de France et 89 avec Agen. Je suis parti en Nouvelle-Zélande avec Jacques Fourou comme assistant. Et puis, en 90, on est reparti en Australie. Et derrière, au retour, je me suis retrouvé entraîneur d'équipe de France à l'automne tout seul, avec l'encadrement qui était proche de l'équipe depuis pas mal d'années déjà. Sauf que Jacques Fourou avait disparu et que Jean-Pierre Romeu avait arrêté. Donc, bon, moi, je me suis appuyé sur certains joueurs, certains cadres de l'équipe qui étaient là depuis de nombreuses années. Après derrière, Coupe du Monde, l'automne 90 a été au retour d'Australie.
Je me retrouve seul, donc l'automne 90 est un petit peu difficile face aux Blacks qui viennent et qui nous battent 2 fois en France. Derrière, on est associé avec Jean Trio pour faire le tournoi 91, la préparation 91 et la Coupe du Monde 91. Ça a été un peu précipité parce que jamais, moi je pensais que Jacques arrivait à la Coupe du Monde 91. Donc c'est sûr que je me serais bien vu avec des responsabilités comme j'ai eu, mais associé avec Jacques Fourroux, ça aurait permis peut-être de mieux gérer le groupe et surtout de mieux gérer l'environnement. Oui, alors moi je vais te dire, hein, c'est simple, on a été la génération, pas la génération, mais le groupe qui a été sacrifié pour des raisons de responsabilité au niveau de la fédération. Les ambitions de chacun sont passées au-dessus de l'intérêt de l'équipe de France. La succession d'Albert Ferras a été compliquée avec 3 personnes, que ce soit Jean Fabre, que ce soit Marcel Martin, que ce soit le président qui a été élu après l'a passé. Donc ça a été une guerre intestine avec des alliances qui ont fait que se sont pas trop souciés de ce qui allait se passer au niveau de l'équipe de France. Ouais, c'est pas pareil. Je pense que d'ici là, on va avoir peut-être une situation qui va s'éclaircir. Donc, où certains seront confortés, ou d'autres vont arriver, mais je pense qu'il va falloir privilégier le sportif par rapport aux ambitions personnelles. Et Dieu sait si certains en ont. C'est un arbitrage qui nous a... L'arbitre a été, je dirais entre guillemets, c'est pas moi l'habitude de critiquer, mais il a été limite de la malhonnêteté, quoi. Je crois qu'il y a eu des situations et des agressions physiques sur des joueurs français qui n'ont pas été sanctionnés à leur juste niveau, quoi. Et donc, au contraire, c'est nous qui en avons supporté les conséquences, que ce soit physiquement ou au niveau du nombre, puisqu'on a eu des gens qui se sont fait sanctionner, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, forcément, c'est le contexte qui est énervé. Tu joues 3 jours avant ou 2 jours avant le quart de finale. Je croise les joueurs au château La Voisine, puisqu'on était chez Ricard là-bas, en train de préparer, au château Ricard, de préparer ce quart de finale. Et puis, un quart d'heure avant d'aller au stade, je croise les joueurs qui remontent du briefing, enfin qui étaient restés en salle après qu'on ait fait le briefing. Ils avaient rencontré la passée et puis d'autres personnes pour négocier et parler de financièrement, comment ça allait se passer pour le reste de la compétition. Je suis tombé des nues, quoi. Je crois que moi j'étais dans mon truc en train de préparer ce match, que ce soit par rapport au contexte sportif, surtout que c'est celui qui m'intéressait. Puis tu te retrouves, tu croises des gars qui remontent pour se changer à la va-vite parce que c'est l'heure d'aller à l'entraînement. Donc j'estime que les dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. C'était plutôt un geste qui est malvenu, ça ne me représente pas, c'est pas moi. Même si j'ai toujours été le genre de mec qui ne joue jamais. Je n'ai jamais joué pour perdre, moi j'ai toujours joué pour gagner. Mais quand tu joues sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même quand tu n'as pas gagné, parce que c'est parce que bien souvent tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Même que ce soit un sport collectif, tu n'as pas fait peut-être individuellement ce qu'il fallait pour que tes partenaires t'amènent vers la victoire. Mais je pense que c'est surtout, c'est pas mon image, je regrette forcément cette situation-là, quoi. Maintenant, bon, je ne l'ai pas quand même martyrisé à outrance. Simplement quelques poils peut-être de la poitrine qui sont partis s'il en avait, quoi. Ouais, entre guillemets, les quelques vraiment proches, oui, l'ont peut-être ressenti comme ça. Mais après, tu sais, tu perds un quart de finale, tout le monde rentre à la maison et puis c'est terminé, quoi. Je crois qu'on passe à autre chose. Je crois qu'il y a eu
2 ou 3 cas, je ne sais pas combien de finales il y a eu, je pense qu'on passe pas loin chaque fois. 3 finales, 3 fois perdues, c'est vrai, mais il y a rien de, enfin, il y a rien de, comment dire, il y a rien de laissé au hasard. Je crois que si on n'a pas gagné, c'est que certainement il nous manquait quelques ingrédients que les autres avaient. Ça se joue sur des détails souvent, hein, des rencontres pour une finale de Coupe du Monde, c'est le détail qui fait. Aujourd'hui, on est sur des détails. Je crois que pendant des années, on n'a pas été peut-être prêt à relever ces défis au niveau de la rigueur qu'ont les anglo-saxons, que nous n'avons pas. Je parle notamment au niveau des sanctions, quand on commet des fautes. Je crois que quand on prenait les stats sur les matchs que l'on disputait, on se retrouvait toujours avec, dans le meilleur des cas, c'était 60-40, quand c'était pas 70-30 au niveau des fautes par rapport à l'adversaire. Donc on n'a jamais été à ce niveau-là indemne de tout reproche. Mais il y a eu notamment une fois, je crois que l'équipe de France, c'était en Nouvelle-Zélande en 2011, donc on est vraiment passé près du bonheur et du Graal. C'est comme je te disais tout à l'heure, je ne peux parler que de la période à laquelle j'ai joué, puisqu'aujourd'hui je suis retiré un petit peu de tout, donc je ne m'occupe plus du tout de rugby, si ce n'est que m'occuper d'une association de jeunes pour essayer de trouver des fonds pour l'école de rugby du club d'Agen, puisque j'ai toujours joué dans ce club et je suis toujours agenais, même si je n'y participe plus aujourd'hui. Je pense que le rugby pour moi c'était partage, amitié, authenticité, sincérité, dévouement. Je crois que c'était l'amitié. Je crois que l'amitié avec un grand temps, ça se galvaude pas. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas parce que je suis, moi, j'ai jamais été, enfin, physiquement, j'ai jamais été un surhomme. J'ai toujours joué avec mes moyens naturels. J'ai jamais fait de muscu. Je savais pas ce que c'était que de faire la musculation. Bon, c'est vrai que j'avais un emploi, un boulot qui était au terre et on bougeait pas mal. Et Dieu sait autrefois si les gens qui étaient dans la maçonnerie ou la campagne étaient des gens qui jouaient devant. Donc c'était comme ça. Ça ne s'inventait pas. Je ne sais pas si je prendrais du plaisir aujourd'hui à m'entraîner 2 fois par jour, faire ou 3 fois par jour certaines fois, certaines occasions. Je ne sais pas. Personnellement, je ne les vois pas très joyeux, donc très heureux. Je trouve que on aurait traversé la France pour aller aider un ami qui était dans le besoin. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui fasse 100 km pour aller voir quelqu'un. Dieu sait si les moyens de locomotion sont différents qu'il y a 30 ans de ça. Donc non, je suis bien sur ce que j'ai vécu et je n'envisage pas venir en étant qu'un joueur de rugby de haut niveau aujourd'hui. Ah non. Non, le rugby d'avant, on connaissait, on identifiait, sur le championnat de France national, on identifiait maximum 5-6 brebis galeuses dans le rugby. On savait que dans telle équipe, il y avait telle personne qui avait tel état d'esprit, qui était capable de te faire un coup de vache, capable de te marcher dessus ou de te filer un coup de pompe, on le savait ça. Mais à part ça, non. On allait à l'entraînement, on allait dans les matchs, on allait jouer au rugby pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, la notion de plaisir est liée certainement, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de risques. Moi, j'ai pas eu de garçons qui ont joué au rugby, heureusement j'ai eu que des filles. Dieu sait si les filles jouent, et même jouent très bien aujourd'hui, qui se rapprochent un petit peu dans ce jeu
de ce qu'on a pratiqué par le passé. Mais le rugby professionnel aujourd'hui, c'est du danger. Je crois que si on ne prend pas des dispositions et des mesures radicales, on va au-devant de gros problèmes. Parce que quand on voit les accidents mortels qu'il a eu depuis 1 an ou 2 ans, et notamment cette année, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Moi, j'ai 2 petits-fils, ils ne sont pas en âge de jouer, bien pas encore, il en manque, mais je ne sais pas si je suis encore vivant dans 20 ans de ça, ou dans 18 ans de ça, si je les encouragerais à jouer au rugby, quoi. Parce que faut comprendre la position de parents qui ont des enfants qui vont se faire massacrer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, à l'inverse de ce qu'il y a eu par le passé, aujourd'hui d'un type qui est un sportif, qui est un joueur de rugby qui est moyennement constitué, on en fait un type puissant. Que ce soit par la musculation, que ce soit par la préparation physique, que ce soit par l'alimentation, on arrive à créer un physique, un gars de 85 kg, on est capable de lui faire reprendre 20 kg en 1 an, voire 2 ans maximum, mais maintenant ça commence à partir des cadets juniors, ils commencent à travailler sur le physique, mais tu augmentes la puissance, tu augmentes la vitesse, ça veut dire que tu augmentes la rudesse, parce que le rugby est rude aujourd'hui. Quand je vois les déblayages, c'est dangereux tout ça. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il y a un impact, vitesse, puissance, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Quand tu vois les tas de commotions qui existent, heureusement qu'il y a un service médical aujourd'hui qui est adapté, qui de suite prend les dispositions pour pouvoir faire récupérer et faire passer les tests aux joueurs qui ont eu des commotions. Mais c'est inquiétant, quoi. C'est vraiment inquiétant. Pour moi, ça m'inquiète. Il n'y avait pas plus moment qu'un autre. Je pas tellement. Si, on a passé vraiment une super soirée après la demi-finale à Sydney où on a découvert des gens merveilleux qui sont devenus nos amis, des gens qui étaient hors équipe de France, qui se sont rapprochés du groupe par l'intermédiaire de relations qu'ils avaient à l'intérieur du groupe, et depuis ces gens-là étaient devenus des amis et sont toujours restés des amis, quoi. Je crois que il n'y a pas, personnellement, peut-être tu vas me dire quelque chose, tu vas me dire, mais que certains t'ont rappelé, moi personnellement, je n'ai pas de souvenir, il faut me le rafraîchir peut-être. Après les Fidji, quand on est arrivé à Sydney, on est parti le surlendemain, le dimanche on est parti à Sydney et on est arrivé là-bas. Et puis bon, Jacques a tellement pris la colère et puis il a tellement lu de choses qui ne lui plaisaient pas et qu'on nous faisait part, qu'on nous envoyait par fax pour nous dire voilà, ils ont dit ça, ce qui fait qu'on s'est un peu rentré dans la gueule, quoi. Bon, ce qu'on n'avait pas fait en première mi-temps contre les Fidjiens, on l'a fait d'entraînement. On n'a pas le choix à un moment donné, mais c'est venu progressivement. Je crois que d'abord Jacques a mis un peu la pression au briefing, d'abord à la critique du match. On a fait une vision, on a visionné le match des Fidji et systématiquement, comme il l'avait fait l'année d'avant, 8 mois auparavant pour le match de Nantes face aux Blacks, là on savait qu'on rencontrait les Australiens chez eux, que ça n'allait pas être facile. Et il a pris tous les détails négatifs, bien sûr, du match des Fidjiens. Il a mis le doigt dessus, l'accent, et il a fait en sorte à ce que, en situation sur l'entraînement, on a eu une correction des positions de chacun basée sur de l'engagement physique. Et puis bon, c'est monté crescendo, quoi. Ça a fini que. Il y en a 2 qui se sont poussés dans les talanquères parce qu'il y en a un qui avait débordé l'autre. Donc c'était. Alors bon, entre guillemets, c'était marrant, mais bon, ça a été intense. Je reconnais que il n'y a pas eu de cadeau, quoi. Je crois que si on a pu peut-être réagir comme on a réagi le samedi ou le dimanche contre les Australiens, comme on a fait.
C'est peut-être aussi en partie dû à cette préparation qui nous a permis de rentrer et de monter crescendo sur l'événement. Parce qu'il faut pas, on ne peut pas faire de parallèle entre ce qu'on a vécu et ce qui se fait aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, les joueurs, entre guillemets, pour moi, sont assez grands. Ils sont habitués à gérer ces situations au quotidien, puisqu'ils sont professionnels, ils ne pensent qu'au rugby, ils n'ont pas d'autres soucis. Donc l'approche des événements sont peut-être un peu plus intenses avec une arrivée de la Coupe du Monde, puisque c'est le phare, tout le monde va être regardé par tous les néophytes et tous les amoureux du ballon ovale. Mais donner des conseils, compliqué. Moi je dirais, il faut rester soi-même. Et puis je crois que si on fait confiance aux gens qui y sont autour, sur le terrain, il n'y a aucune raison. Écoute, franchement, il y a eu quelques déceptions durant ces 2-3 dernières années, mais je pense qu'il y a beaucoup de pression qui se crée dessus. Le contexte n'est pas toujours bon quand on met trop de pression. Mais pas de pression non plus, c'est pas bon parce qu'on se rend compte que quand il n'y a pas d'objectif bien précis, avec une barre assez haute, tout le monde reste en dedans. J'espère que les joueurs vont prendre conscience. C'est aux joueurs d'abord à prendre conscience. C'est pas forcément à l'encadrement, c'est d'abord aux joueurs de prendre conscience qu'ils ont un événement à gérer et que cet événement ne va bien se dérouler que s'ils font ce qu'il faut. Que s'ils respectent les bases, il ne faut pas se contenter du strict minimum, il va falloir aller au maximum. Je pense que c'est pas parce qu'on va en équipe de France qu'on a plus de caractère que quand on est en club. Je crois que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il n'y a peut-être pas assez de responsabilité de la part des joueurs et d'aptitude à prendre ces responsabilités. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils se retournent systématiquement vers le banc de touche pour aller chercher du regard les solutions. Les solutions, elles leur appartiennent, elles n'appartiennent pas au banc de touche. Moi, je suis toujours un paysan, mais qui a pris un peu de recul et qui lâche un petit peu les affaires au fur et à mesure. Et je crois que dans le courant de l'année, ça va être quasiment le cas, puisque ma retraite, elle y est officiellement depuis 2 ans, mais petit à petit, on cesse l'activité. Alors moi, j'ai quitté le club d'Agen en 2014. Ensuite, c'est l'année où en finale on perd contre La Rochelle à Bordeaux. Et depuis, j'ai pris du recul pour des raisons personnelles. Pour moi, l'intérêt du club est plus important que l'intérêt des individus. Certains ne le comprennent pas ou ne l'ont pas compris. Mais moi, je préférais prendre du recul parce que je n'étais pas forcément d'accord et en adéquation avec ce qui se faisait. Donc voilà, ce qui était prévu de faire, quoi. Voilà, donc je me suis retiré et puis sur la pointe des pieds, parce que pour moi, l'intérêt du club était plus important que le mien. L'avenir du club dépendait aussi des relations qu'il pouvait y avoir dans le club et du climat qui pouvait y régner. Voilà, donc, mais depuis que j'ai quitté le club, je suis toujours à Genêt, par la force des choses. Depuis 1970, je suis toujours à Genêt. Donc aujourd'hui, mon seul lien avec le SUA, c'est une association qui s'appelle le 15 à table. On organise depuis maintenant 6 ans des dîners à thème avec pas forcément le rugby, même s'il y a toujours un fil rouge en tant que rugby. On a fait le cheval, on a fait venir Pierre Durand avec Japelou, on a fait venir Victor Mendes pour la tauromachie, l'année dernière on a fait venir le champion olympique de ping-pong handisport. Donc tout ça c'est des situations et des moments où on partage avec toujours forcément au fond de nous-mêmes l'envie de développer
l'amitié qui existe autour du rugby et de rentrer des fonds pour l'association du rugby SUA pour les jeunes. Personnellement, j'ai jamais prêté attention. On savait très bien que le week-end, quand on allait jouer à l'extérieur, l'arbitre c'était de protéger de Ferras ou de Basquet. Donc on le prenait d'où ça venait. Donc on ne se posait pas trop de questions. Franchement, c'est vrai que pendant des années, le club d'Agen a eu des résultats, mais c'était dû aussi en partie quand même aux joueurs. C'est pas forcément Albert Ferras qui tapait les pénalités, c'est pas Albert Ferras qui poussait à mêler. Donc forcément, il y a d'ailleurs certaines qualités de la part des joueurs. On a eu des résultats, je pense qu'on peut être fier de nous-mêmes. Non, je pense que ce n'était pas notre souci. Franchement, ce n'était pas notre discours, quoi. On n'avait aucune raison de parler de ça. Les joueurs ne nous en parlaient pas, forcément. Non, je pense que ça s'est fait naturellement. Et ça, les joueurs en avaient conscience sans que Albert Ferras leur dise. Et je pense qu'on avait bien compris qu'avec l'engouement que pouvait représenter la Coupe du Monde et la pression, et le contexte, l'environnement, avec la pression médiatique, tout le monde commençait à s'intéresser au rugby à partir du moment où il y a vraiment, encore plus au rugby, pardon, à partir du moment où il y a eu la Coupe du Monde. Bon, très bien Daniel. Nickel, voilà. Merci beaucoup. C'est bon, Ouais.